Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Co-Vivre. Aujourd'hui, je me retrouve avec 5 spécialistes des ressources humaines et nous allons partager un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'agilité. Nous avons tous lu des ouvrages différents qui permettent de nourrir ce thème et je me trouve aujourd'hui en compagnie de Véronica Eusebio, Christelle Gobet, Erika Langel, David Fernandez et moi-même, Emmanuel Valélian. Donc, je vais passer la parole peut-être à David Fernandez qui va nous faire un bref historique sur qu'est-ce que l'agilité et pourquoi c'est un thème d'actualité. David, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Je pense que pour permettre en fait une bonne compréhension de l'agilité, je pense que c'est important de revenir sur les éléments qui ont amené ce besoin d'agilité ou cette volonté de rendre les entreprises plus agiles. Je ne vais pas revenir trop en arrière, mais je vais parler déjà du taylorisme. Donc, le taylorisme est arrivé à la fin du 19e siècle, qui nous a permis en fait de décomposer le travail par des actions simples. Et l'objectif de tout ça, c'était de pouvoir donner concrètement, pour que les travailleurs deviennent des travailleurs spécialisés, on va dire. Tout ça, ça a été… Alors, je suis désolé, je suis un peu décousu, mais par rapport à ça, je voulais quand même préciser qu'il y a 3 éléments qui sont très importants. Il y a un contexte, toujours un contexte économique ou un contexte environnemental. Et puis, il y a aussi les éléments qui sont de nature conjecturelle. Et c'est pour ça que tout ça revient à dire que chaque méthode a une importance. Donc, on a eu le taylorisme qui nous a apporté une méthodologie, la méthodologie scientifique, on dissèque les éléments par des tâches simples. Et ensuite, l'après-guerre, donc à partir de 1945, où on a eu les 30 Glorieuses, un modèle d'organisation qui est arrivé, c'était plutôt le Fordisme, donc avec les chaînes de montage et un besoin de consommation. Donc, la société, dans cette période-là, avait envie, le besoin de consommer, et donc du coup, on a un petit peu, prémâché, ou plutôt dire, je perds mes mots, on a essayé de sectoriser en fait les éléments. Ah, il y a quelqu'un qui parle, qui veut la parole. Non. On a essayé de sectoriser en fait les éléments pour simplifier, et puis on s'est retrouvé avec des gens qui sont un peu, des ressources qui ont travaillé de manière très chaîne de montage. Mm-hmm. Et puis tout ça, on arrive maintenant à une période, on a des différents modèles qui ont été proposés à partir des années 70, et dont le système que moi je connais assez bien, que je suis actuellement fonctionnaire dans une commune, dans un système très pyramidal. Et c'est vrai que, comme je dis toujours, il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a un sous-chef, et puis pour finir, il y a une seule personne à la fin qui travaille, entre guillemets. Et puis cette notion de stratégie, qui est justement des personnes qui réfléchissent à tout ça et qui amènent cette stratégie en bas au niveau des personnes, elle trouve ses limites. Et actuellement, c'est vrai qu'on a un besoin dans la société d'agilité. Et cette agilité, elle vient de plusieurs contextes. Et les gens maintenant se posent des questions, ont besoin de trouver un sens dans ce qu'ils ont. Et ces éléments-là ont été retrouvés dans les 2 livres que j'ai pu lire. Donc voilà, pour le contexte un petit peu vulgarisé des éléments. Je crois que Véronica veut prendre la suite. Ah. Alors, j'aimerais compléter. Juste peut-être, excusez-moi, pour David, peut-être juste nous préciser les 2 bouquins que tu as lus pour que chacun puisse bien comprendre Alors, le premier bouquin que j'ai lu, c'était donc le bouquin « L'art de devenir une équipe agile », qui explique en fait la méthode Scrum, donc une méthodologie qui est basée sur des principes d'itération, où des groupes se focalisent sur l'application de tâches simples, d'éléments concrets, d'objectifs, et tout ça avec une conception de communication assez bien faite, dans le sens où il y a des parties prenantes. Il y a une équipe, et tout le monde collabore en fait aux objectifs, et ces objectifs-là après sont découpés dans un tableau qui permet d'avoir des tâches, et puis chaque équipe s'occupe de tâches et puis fait des feedbacks réguliers
Et ces itérations peuvent durer entre 3, 4, 5 semaines. Et puis, les équipes, elles sont assez réduites. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'en effet, les équipes, elles sont de manière organisationnelle, elles sont composées de pas forcément d'experts. Les experts sont justement en partie prenante. Les stakeholders, comme ils disent, les actionnaires ou autres sont aussi partie prenante du projet, mais restent en dehors des équipes. Et c'est les équipes qui produisent avec une itération et qui permettent aux actionnaires de voir ce qui se passe et puis de collaborer en fait aux éléments. Et le deuxième bouquin que j'ai lu, c'est le Manager Agile, où là, on voit vraiment les aspects, justement ce que j'ai essayé de résumer très vulgairement, les aspects historiques qui nous ont amenés à ce besoin d'agilité et ça décompose aussi, ça amène les principes, les fondements de principes d'agilité. Et ça, je trouve que c'est voilà, 2 très bons bouquins, mais on transmettra à qui de droit le résumé de chaque bouquin. Peut-être merci David, je passe la parole à, je vois que Véronica, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Non. Oui. C'était plutôt pour compléter ce que David disait, puis faire un petit parallèle de l'histoire. Donc moi, j'ai lu le livre d'Éric de la Vallée qui est Transformer son organisation. Et puis Éric de la Vallée, quand il parle de transformer son organisation, on ne peut pas rater l'étape d'où est-il allé aussi puiser le mot agilité pour la première fois qu'il a entendu. Et ça rejoint l'histoire que David a racontée, mais encore une autre, c'est que selon de la Vallée, le mot agilité, elle a puisé son origine dans l'origine militaire. C'est-à-dire que c'était une manœuvre, en fait, qui désigne la capacité à changer de manœuvre dans les airs et dans le temps. Et ce terme-là est apparu apparemment pour la première fois dans les années 90 dans un congrès américain et il a été ensuite thématisé et théorisé à cette époque-là. C'était par Goldman, Price et puis Nagel. Et ce qui est vraiment de la Vallée, ce qu'il en a fait, lui, pour pouvoir rejoindre l'héritage du Taylorisme et puis du Fordisme, c'est qu'il a clairement maintenant illustré qu'il y avait un alignement stratégique qui est nécessaire, qu'on a hérité, et qu'il y a une stratégie, un alignement d'agilité qui va maintenant faire la différence. Et il introduit un troisième terme qui m'a apporté un bouquin qui n'était pas sur la liste, mais qui est nécessaire, c'est Edgar Morin, on ne va pas l'éviter, avec la complexité. Car parlerait-on encore d'agilité si nous n'essayons pas de trouver une définition de qu'est-ce qui est complexe et qu'est-ce qui est la complexité. Voilà, merci de m'avoir laissé préciser. C'est intéressant, peut-être que je peux rebondir, Véronica. Moi, j'ai lu le bouquin La stratégie du thé d'Olivier Zara, et lui, il parle vraiment de faire la différence entre compliqué et complexe. Et ça, c'est peut-être un élément qui reprend aussi ce que tu dis, où vraiment c'est important de faire la différence. Le compliqué, on y trouve des solutions, c'est compliqué, mais il y a clairement une solution. Et quand c'est complexe, il y a vraiment une pensée systémique à avoir et prendre un peu de hauteur sur son organisation pour identifier les parties prenantes et savoir comment mettre en place, faire régner le chaos et l'ordre. Mais j'en parlerai peut-être, faire cohabiter plutôt le chaos et l'ordre, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je vois qu'il y a une main qui se lève, David, est-ce que c'est bon? Oui, je voulais juste aussi préciser par rapport au contexte qui amène maintenant les entreprises à se poser la question au niveau de l'agilité. Il y a aussi une prise de conscience en fait des ressources qui sont limitées. Et c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui est justement repris dans le manager agile. Et c'est vrai que cette prise de conscience fait que les gens maintenant se rendent compte qu'on n'a plus le pétrole à gogo, que les ressources, il faut en prendre soin, que la Terre ne peut pas accepter un nombre incalculable de déchets. Et tous ces éléments-là amènent un contexte actuellement favorable à un mouvement, une nouvelle stratégie ou une nouvelle organisation, d'où l'intérêt des entreprises à devenir plus agiles et à mieux coller en fait à leur environnement et aux besoins de leurs clients et de créer en fait des partenariats. Et dans le bouquin, il parle beaucoup du management par sens. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi un travail qui amène du sens à la vie. Et c'est une recherche qu'on a actuellement, je dirais, dans les pays développés. Et les gens ont besoin d'avoir un sens dans leur profession parce qu'ils essaient d'allier les parties privées, professionnelles et c'est tout.
Tu parlais de partenariat, David. Je pense qu'il y a un élément qui est important. Christelle, ton bouquin de Hartford parle de la confiance. Et je crois que c'est aussi un élément important du partenariat. Est-ce que peut-être tu peux apporter un peu plus d'éléments sur ce sujet? Oui, donc effectivement, Hartford, hop, voilà. La confiance, elle est évidemment indispensable, surtout qu'Hartford fait vraiment l'éloge du management renversé, avec une hiérarchie plus courte, avec des feedbacks qui viennent depuis les employés, puis qui sont proches de l'organisation, qui sont proches du terrain. Donc évidemment, tout ce qui est feedback ascendant. Et pour permettre aux équipes, éventuellement même il décrit certaines entreprises où les équipes décident elles-mêmes sur quel projet elles veulent travailler, elles recrutent elles-mêmes les équipes avec lesquelles elles veulent travailler sur ces projets. Donc il y a le management, ce n'est plus le management qui décide, vraiment les décisions se prennent avec les pairs, avec les collègues, et du coup c'est énormément basé sur la confiance dans ce sens-là, effectivement. Merci Christelle. Peut-être Erika, toi tu étais plus dans des méthodologies. Ton bouquin traitait plutôt de la méthodologie Scrum, je crois. Oui, absolument. Comme David, moi j'ai lu L'art de devenir une équipe agile de Claude Aubry et magnifiquement illustré par Étienne Appert. Et mon livre était un peu plus centré sur la méthodologie. J'avoue que j'ai eu du mal parce que je me suis essentiellement focalisée à comprendre la méthodologie Scrum. C'était pour moi une nouveauté avec des termes comme la mêlée, la story, le backlog, le sprint et tous les rites qui sont autour du sprint, par exemple, le Scrum Meeting, la review. Et j'ai mis beaucoup d'énergie dans ma première lecture pour comprendre en fait cette méthodologie qui est ce livre s'adresse quand même à un public non expert. Il est vraiment très bien illustré, il est très intéressant et en plus, il met voilà, pardon, j'avais plus de batterie. Il prend un exemple d'une entreprise qui s'appelle Permaculture, petit clin d'œil quand même à ce concept systémique. Et dans ma deuxième lecture, ce que j'ai beaucoup retenu, et j'ai fait cette deuxième lecture après notre module 2, c'est surtout tous les concepts autour qui sont en lien avec la confiance, qui sont en lien avec l'écosystème. Et la présentation de Nicolas Thièche m'avait beaucoup surpris quand il utilisait le terme le terreau propice pour mettre en place un changement. Et là, dans l'écosystème, je vois vraiment cette partie plutôt humaine. Et en plus, je pense que beaucoup de méthodes peuvent s'adapter à plein de produits, mais ce qu'on sous-estime parfois, c'est le terreau, c'est l'écosystème, c'est l'équipe, c'est toute la partie tapis dans ce livre, cet acronyme. Je ne vais pas en dire davantage parce que je trouve sincèrement que c'est cette partie qui est la plus intéressante dans le livre pour moi qui ne suis pas trop méthode. Mais j'ai trouvé que dans le chapitre 2, on aborde tous ces thèmes qui sont de l'équipe, de la taille de l'équipe, de l'auto-organisation. Ça aussi, c'est tout un thème qui est plutôt en lien avec les valeurs, l'humain, les différents silos, casser les silos. C'est toute l'organisation qu'il faut avoir en place pour mettre en place ou pour utiliser Scrum ou l'extreme programming ou Kanban comme plein d'autres méthodologies dans l'agilité. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu retenu de mon livre. Je l'ai trouvé très intéressant aussi parce qu'il est illustré et moi j'aime bien tout ce qui est un peu ludique et je recommande vraiment ce livre pour ceux qui veulent découvrir. Merci. Oui. Merci Erika. Peut-être avant de te passer la parole, David, je voulais aussi faire un parallèle avec la stratégie du thé de Olivier Sarah, où là, il y a vraiment 7 défis managériaux qui sont mentionnés et qui permettent de faire face ou en tout cas de mettre en place une organisation agile qui est aussi liée à la digitalisation. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est cette notion de chaos et d'ordre et comment ne pas vouloir faire régner ou effacer le chaos par l'ordre en mettant de l'ordre, mais plutôt de faire cohabiter les deux. Et cette notion de management paradoxal,
Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché, enfin beaucoup parlé par rapport à l'excellence opérationnelle. C'est souvent, nous, c'est un de nos axes stratégiques dans mon organisation. Et puis, quand j'ai entendu du monde de Comex parler de cette excellence opérationnelle, j'ai compris qu'il n'avait pas du tout pris en compte l'excellence décisionnelle. La seule chose qu'il a fait en parlant de l'excellence opérationnelle, c'est dire n'hésitez pas à nous faire remonter de l'information. Et en fait, l'excellence décisionnelle, c'est comment mettre en place la culture de l'intelligence collective pour que justement, on en parlait tout à l'heure, c'est revenu à plusieurs reprises, comment les collaborateurs sont partisans de cette culture et de cet engagement pour que ces informations terrain remontent et traversent les couches hiérarchiques, et puis qu'il y ait vraiment un top-down et du bottom-up. Et puis, c'est vraiment ce jeu d'agilité entre le top-down, le bottom-up, le chaos, l'ordre. Et dans ce bouquin, il y a beaucoup de tests qui nous permettent de diagnostiquer dans notre organisation si on a déjà vécu des logiques plutôt chaos ou des logiques plutôt ordre. Et il nous demande de faire des tests concrètement, et ça permet vraiment de diagnostiquer ce qui nous manque pour atteindre ce niveau d'agilité qu'on recherche, typiquement business plan versus business dream. Enfin, juste des exemples comme ça, c'est plutôt parlant. David, tu voulais… Je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, et puis ce qu'Erika a dit, c'est que voilà, moi ce que j'entends dans les 2 livres que j'ai lus, c'est cette notion de confiance, en fait, confiance auprès du collaborateur qui travaille, et puis d'autonomie dans le travail. Et c'est vraiment des éléments qui, je pense, sont assez clés dans l'agilité. Pour refaire confiance aux gens, il faut arrêter de les fliquer. C'est souvent ce qui arrive dans les structures pyramidales. Il y a toujours quelqu'un qui vérifie ce que l'autre fait. À un moment donné, chacun doit avoir son autonomie pour pouvoir laisser son potentiel s'exprimer. Et ces éléments, ils sont très importants, et puis ils sont bien repris dans les deux bouquins que j'ai lus, donc Le Manager Agile et L'Art de devenir une équipe agile. Véronica, voilà. Il y a Christelle, Véronica. Mais Véronica, merci Christelle. Je rebondis sur David. Oui, ce que tu dis, il faut laisser du bottom-up, il faut laisser de l'autonomie, mais il ne faut pas confondre non plus, et ça, Éric de la Vallée est vraiment, c'est très intéressant, il parle de logique mécanique et de logique organique, et ça résume également ce que disait vraiment Manu. C'est pas parce qu'on a vraiment, l'autonomie ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire, et puis la mécanique ne veut pas dire qu'on est que structuré puis qu'on n'a pas de place à la création. Et je voulais juste le préciser, rajouter un pas de plus pour dire que plusieurs auteurs se retrouvent vraiment sur ce principe, mais avec des terminologies totalement différentes, tout applicable en entreprise, du moment que l'entreprise en ferait sa propre lecture et s'en approprie vraiment en faisant son bottom-up elle-même du terrain fertile dont parlait Erika. Je pense que pour juste finir, c'est en effet, c'est exactement ça que que tu as exprimé, je trouve que c'est tout à fait juste, mais c'est vrai que le besoin aussi d'objectifs, l'objectif, il doit être commun. Et en ayant un objectif commun, à ce moment-là, on peut, l'autonomie, elle est vraiment bien dans l'équipe parce qu'ils savent tout, on va tous dans le même sens. Et c'est ça qui est aussi important. Christelle. Oui, moi, ce que je voulais dire, je voulais combiner les deux choses, l'autonomie et la confiance, puisque toute la thématique du bouquin de Tim Harford est basée sur l'acceptation du risque et de l'échec, c'est-à-dire prendre des risques et accepter l'échec, oser vraiment tâtonner, oser expérimenter pour pouvoir répondre à cette logique darwinienne de l'évolution qui est variation, sélection, adaptation. Et du coup, si la confiance est là, les gens vont pouvoir effectivement expérimenter, ne pas s'en tenir à l'option A où on se dit « Ok, j'ai la meilleure option dans la main, donc je vais me focuser là-dessus », mais plutôt au contraire aller chercher la B, la C, la D, faire des incubateurs, c'est-à-dire créer des projets pilotes qui limitent un peu le risque de déployer ça sur toute une organisation, mais plutôt sur une partie seulement, ça porte le nom de pilote. Donc voilà, et ça c'est possible si la confiance est donnée pour que les gens puissent effectivement commencer à expérimenter et tâtonner différentes possibilités au lieu de s'en tenir, et donc ça aussi très fertile pour la créativité, pour l'innovation, plutôt que les gens se cantonnent aux solutions déjà éprouvées. Donc explore vraiment plus loin.
Peut-être, moi, j'aimerais bien mentionner ces défis, les 7 défis pour que la transformation puisse avoir lieu. Il y a le management paradoxal, justement, chaos et ordre, cette agilité dont on parle, mais qui est un tout aussi qui passe par la création de valeur. C'est justement, il y a des perceptions du business qui sont diamétralement opposées dans les entreprises, et c'est de remettre au centre des perceptions. Je m'entendais parler, pardon. Justement, de redonner du sens aussi que chacun perçoive en fait le business de tous les points de vue, de toutes les parties prenantes. Il y a l'engagement, c'est le plaisir au travail, comment susciter l'engagement des collaborateurs. Et puis le management digital, on ne peut pas être dans une technologie à la pointe et puis avoir un management au niveau des ressources humaines qui est du Moyen-Âge. Et après, il y a le défi culturel, c'est justement de faire de tout ça une vraie culture d'entreprise. Et puis, le défi de l'innovation, c'est qu'il y a vraiment de la place pour pouvoir innover, pour pouvoir faire du prototypage, du laboratoire, et que le design thinking ne devienne pas design thinking. Enfin voilà, c'est un petit jeu de mots qui m'a bien plu. Et voilà. Christelle. Oui. Je crois que tu as la main levée. Tu as la main levée. Non. Alors, je n'ai pas fait exprès, pardon. Peut-être qu'on peut, je crois qu'on arrive à la fin. Peut-être qu'on peut tous terminer par une conclusion, soit sur notre bouquin ou une citation. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Une citation que j'ai lue qui dit « On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter ». Ça, c'est Emmanuel Kant. Et j'ai beaucoup aimé cette citation qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà, pour conclure, de mon côté. J'y vais ? Vas-y. Oui. Très bien. Alors, de mon côté, il y a quelque chose aussi, non seulement de La Vallée, mais également de Morin et d'autres auteurs qui me habitent, c'est il ne s'agit plus de s'organiser puis de se transformer pour s'organiser autrement, mais de se transformer en s'organisant et de s'organiser en se transformant. Ceux qui ont suivi pourront traduire aux autres. Oui, bonne chance. Hein. Attendez, on va faire ça bien. Moi, ce que je retiens de Scrum, c'est en fait une méthodologie qui permet de prendre quelque chose de complexe et de le découper en plein de petites parties plus simples, et ce qui nous permet à la fin d'aboutir à ce résultat, enfin de découper la complexité par de petites choses plus simples. Et j'avoue que malgré le fait que j'aime pas forcément les méthodologies aussi strictes, j'ai trouvé que ce livre était très bien écrit. J'ai beaucoup apprécié les conseils, les petits tips and tricks qui étaient dans l'ouvrage. Et puis, j'ai apprécié sa simplicité de lecture, ses illustrations. Et puis voilà, le thème en général, tout l'aspect humain, j'ai trouvé très intéressant, que j'ai découvert plutôt dans la deuxième lecture, où j'étais moins focalisée sur la méthode elle-même. Je le conseille vivement. Oui, moi je peux rajouter juste, alors je n'avais pas prévu franchement une phrase que j'ai retirée du livre, parce que c'est vraiment plein de bon sens, le livre de Tim Harford. C'est bourré d'exemples, sans arrêt illustrés. Alors il va beaucoup piocher dans les stratégies de guerre américaines, qui partent du Vietnam jusqu'à la guerre d'Irak ou du Golfe, etc. Mais je trouve que c'est très illustré. Il parle aussi beaucoup des crashs financiers qui ont eu lieu ces dernières années, et qui montrent à quel point si les entreprises avaient été plus agiles et avaient davantage anticipé, auraient certainement évité des grandes catastrophes. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on est effectivement dans un monde de plus en plus complexe qui avance et qui évolue de plus en plus vite, et que ça devient une nécessité, même si l'agilité n'est pas une méthodologie en soi, mais plutôt différentes approches et un positionnement, une posture, un concept
je retiens que c'est quelque chose, en tout cas, Tim m'a vraiment ouvert les yeux, dans le sens que je me suis rendu compte que l'entreprise dans laquelle je travaille est vraiment agile, en fait. Je trouve qu'on a beaucoup de co-construction, on a la culture du feedback est très présente, et ça m'a fait super plaisir de réaliser ça. Alors, il y a encore des choses à améliorer, évidemment, mais voilà, je trouve que Tim fait vraiment, a plein de bon sens dans son livre et donne énormément d'exemples qui permettent de comprendre tous ces concepts. Voilà. Merci. Et puis moi, je vais juste, tous les éléments ont déjà été dits, mais c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est que je construis ma petite boîte à outils pour l'agilité. Et puis moi, par contre, j'ai moins le constat que Christelle, c'est que moi, j'ai une structure extrêmement rigide et puis je suis pas dans la merde. Mais bon, vous comptez les bouquins, ils sont bien. Et puis après, comme je l'ai dit déjà en cours, et puis j'ai dit avant à l'équipe, c'est que pour moi, l'agilité, il faudra la construire de petit à petit, expliquer, prendre du temps et puis ne pas vouloir faire un revirement complet parce que voilà, une institution comme une commune ne peut pas. Voilà, on a toujours fait comme ça. C'est une phrase que j'entends souvent. À chaque fois, ça me fait décrier. Mais voilà, je suis content d'avoir lu ces 2 bouquins et puis je me réjouis de la suite du coup. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, cette émission touche à sa fin. Je crois que nous avons 2 experts invités ce soir qui souhaitent nous poser quelques questions. On leur passe la parole. Merci beaucoup. Moi, en fait, j'ai juste envie de poser une question, mais très pragmatique à Erika. Parce que moi, quand j'ai lu le bouquin sur l'art de devenir une équipe agile, je me suis posé la question de savoir comment on transposait ça dans des fonctions relativement classiques où on n'était pas forcément dans de la gestion de projet. Et j'ai pensé au RH. Et en fait, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses dans ce bouquin dont les RH feraient bien de s'inspirer très sérieusement. Et du coup, j'aimerais savoir, toi, ce que tu penses que dans une pratique RH est transposable de cette méthode Scrum. Oula. J'avais presque la même question, hein, qui est comment est-ce qu'on transpose au management en général des méthodes qui viennent quand même du projet informatique. Alors, moi, je pense que dans la gestion, des conflits, par exemple, ou dans des approches qui sont beaucoup plus cycliques et qui arrivent quand même régulièrement, c'est comment on apprend des situations, comment on peut... je pense qu'on peut le transposer dans pas mal d'activités RH et plus dans les projets. Je pense que, par exemple, dans les ressources humaines, on est, pour ma part, pas très bon dans le projet parce qu'on se perd très vite dans le quotidien. Et puis je parle de moi. Et on pourrait avoir une certaine rigueur et en utilisant cette méthodologie. Et puis aussi, pour l'expérience que j'ai ici en EMS, c'est aussi une fonction où je suis très seule. Et la méthode Scrum, elle implique aussi tout plein d'autres personnes et les parties prenantes sont les utilisateurs, enfin les clients sont les utilisateurs finaux et parfois dans nos pratiques, on ne les met pas suffisamment au centre, voire même pas du tout. Je ne sais pas si c'est pour notre confort ou pour... on est censé être là pour les collaborateurs et au final, on les consulte très peu. Et je pense que ce qu'il y a à apprendre de cette méthodologie, c'est d'inclure le client final qui est le collaborateur. Ouais, c'est un peu là que je voulais en venir, parce que c'est vrai que je pense que les RH ont un petit peu tendance à considérer qu'ils savent pour les collaborateurs ce qui est bon pour eux, et puis à considérer que tout ce qui bloque finalement dans la mise en place des outils RH, c'est parce que les gens n'ont pas bien compris, ou parce qu'ils résistent, et parce qu'ils ne savent pas où est la vérité. Et c'est clair que dans cette méthode Scrum, ou dans les méthodes agiles en général, un élément de base, c'est de dire le client sait. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça, rien que ça peut être une révolution dans les RH, c'est-à-dire de se dire, bah oui, arrêtons de penser qu'on sait mieux que les managers, quelles sont les pratiques RH qui sont bonnes pour eux.
Ça, c'est un des premiers éléments. Moi, je pense qu'il y a, et donc du coup, effectivement, l'idée de faire des itérations autour des outils RH et puis de demander systématiquement à un panel d'utilisateurs comment ils voient les choses, je pense que ce serait tout à fait sain en matière de RH. Et après, une autre dimension moi, que je trouverais intéressante, c'est la partie aussi, les stories d'utilisateurs. Ça revient un peu au même, mais c'est vrai que cette méthode, finalement, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce que les informaticiens appellent des stories, c'est-à-dire finalement plutôt les remontées des utilisateurs qui sont des demandes de nouvelles utilisations ou des bugs ou des difficultés qu'ils ont avec l'outil informatique. Et ça, je pense que dans les RH, on n'en tient pas du tout compte. Et puis, un autre point, c'est, je pense aussi, l'idée d'aller vite, c'est-à-dire de présenter des choses utilisables dans chaque sprint qui doit durer entre 2 et 4 semaines. Et au lieu de vouloir concevoir un outil de A à Z et puis ensuite de l'implanter, mais de finalement concevoir des parties d'outils, les mettre en œuvre au fur et à mesure, ou en tout cas les présenter, les rendre visibles au fur et à mesure. Ça aussi, je pense que ce serait utile dans pas mal d'organisations. C'est vrai que c'est un élément que j'utilise dans les méthodes Scrum, on l'utilise au niveau de mon service. On a un système qui s'appelle Trello qui nous permet de justement créer ces stories. Et c'est vrai que moi, j'y vois la grosse difficulté de cette méthode, c'est justement le multitask. Ça veut dire que c'est difficile de se bloquer. Alors ça fait partie de mon rôle. J'essaie de protéger les équipes. Il y a toujours nous, on appelle ça du phagocytage. Donc vraiment des choses qui viennent gréger en fait le groupe. Et il y a toujours un moment donné où quelqu'un doit partir ou doit faire autre chose. Il y a une autre urgence. Et puis c'est ça qui est aussi compliqué. Mais ce que parfois on oublie, ou c'est peut-être, je vais parler que de moi, mais on veut faire des grandes révolutions. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup de la méthode Scrum, c'est de dire, on prend un problème qui est complexe quand même, la gestion des ressources humaines dans des entreprises, institutions, et de la portionner pour la rendre plus digeste pour nous, pour les utilisateurs finaux, enfin les collaborateurs, les clients, peu importe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi prendre. En tout cas, moi, c'est ce que je prends de cet ouvrage, de me dire, tiens, faisons déjà des petites choses qui ont un grand impact peut-être pour l'utilisateur final. Et petit à petit, on y arrivera. Daniel, tu avais une autre remarque ou une autre question? Alors, j'avais une question sur un moment, je ne sais plus si c'est Emmanuel ou David, je crois que c'est Emmanuel qui a dit « ce n'est plus le management qui décide ». Je ne crois pas que c'est moi. C'est peut-être moi en parlant du management renversé. Ouais. Dans certaines entreprises, ce sont les pairs eux-mêmes qui décident pour eux sur quel projet ils veulent travailler et engager leurs collègues pour travailler sur ces projets-là. Je crois que c'est moi qui ai dit ça. Parce que ça a attiré mon attention, parce que tout dépend comment on voit le management. En tout cas, effectivement, ça n'est plus un système où il y a un chef qui décide de tout pour tout le monde. Mais si on revient à une définition de base du management qui est de transformer les comportements des gens en travail, donc de pousser les gens à travailler, le manager agile, de ce point de vue-là, est un petit peu le catalyseur, l'animateur, celui qui va inspirer cette dynamique, qui va faire que les gens vont dire, là, il semble utile de faire ceci, cela par rapport à tel client, telle demande, tel projet. Et c'est ce qui se passe dans les méthodes Scrum, où il y a une codécision, une discussion en permanence de où on doit placer des efforts pour essayer de s'approcher le plus possible de l'objectif et puis de la satisfaction du client. Alors là, je pense que Tim Hartford, il faisait référence à des organisations bien particulières, type Google ou des choses comme ça, où on s'est poussé très loin justement cette agilité. Donc je crois que c'est surtout c'est en aucun cas dire que dans l'agilité il n'y a plus de management, mais c'est dans certaines entreprises qui ont poussé très loin le concept où ça peut arriver. Oui, mais c'est dans tous les cas un choix managérial. Oui.
Donc, il y a bien toujours une volonté managériale, même si c'est de se déposséder du pouvoir et des logiques traditionnelles. Mais c'est pour produire du travail et, si possible, de qualité. C'est juste, oui. Merci. Ok, tu avais une autre question ou... Non, juste une image qui m'est venue avec cette opposition entre organisation mécanique et organisation et approche modèle organique. Effectivement, on voit souvent dans l'organique les bancs de poissons qui s'adaptent, et puis dans le mécanique la grosse machine, et puis on voit de plus en plus apparaître dans les films de science-fiction ces robots qui sont à la fois des machines mécaniques et qui en même temps ont un comportement totalement organique. Donc, voilà. Il y a cette image qui est venue de systèmes qui s'auto-adaptent. On en parle aussi avec l'intelligence artificielle, de systèmes qui s'auto-adaptent en permanence à la situation pour faire face au changement. Je voulais justement rajouter sur l'intelligence artificielle. J'ai vu quelque part dernièrement, mais je n'ai pas exploré cette piste, que l'intelligence artificielle n'existe pas. Je ne sais pas qui c'est qui est en train de le thématiser maintenant, mais il y a une auteure qui est en train d'écrire là-dessus. Mais en tout cas, je vais m'y pencher parce que j'ai trouvé ça intéressant pour y faire le lien. Est-ce qu'elle existe réellement, cette intelligence artificielle? Et par rapport à ce que tu dis, c'est voilà, à explorer. Par rapport à ça, tout dépend de comment on définit ce que c'est que l'intelligence artificielle. Hein. Parce que pour certains, c'est juste le machine learning. Donc, bon, bah, ça, apparemment, ça existe. Ouais. Ok. Bon, bah, écoutez, c'est bien si on a fini un tout petit peu avant. Merci beaucoup. C'était dynamique, c'était bien, c'était fluide, c'était vivant. Bravo. C'était chouette. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. En plus, c'était bien parce que ça tenait le timing. Donc, c'était vraiment top. Merci à tous. Well done. Passez une belle soirée. Beaucoup. Merci. Et puis, à tout bientôt. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. On reste en ligne. Okay. Oui, on reste en ligne. Oui.